Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Florian Mignot, je fais partie de l'équipe du support technique et applicatif chez Promega France et c'est un plaisir aujourd'hui de vous proposer un webinar sur l'analyse cellulaire. Lorsque l'on souhaite évaluer par exemple l'effet d'un composé, l'effet d'une molécule, les tests in vitro, c'est-à-dire les tests sur cellules, représentent une excellente approche car ils permettent de tester différents paramètres assez rapidement, comme par exemple la viabilité, la toxicité et parfois l'apoptose. Mais avant de réaliser de telles expériences, il est important de mettre en place correctement son premier test, et c'est ce que nous allons voir ensemble avec ce webinar. Dans un premier temps, nous commencerons par détailler les facteurs clés connus pour contribuer à la réussite d'un test sur cellules. Puis, nous passerons rapidement en revue une partie des essais Promega en s'arrêtant simplement sur les marqueurs cellulaires utilisés pour chaque test de viabilité, de cytotoxicité et de mesure de l'apoptose. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Nous y reprendrons avec grand plaisir tout au long de ce webinar et dans la dernière partie de ce webinar. Sur cette diapositive sont réunis de nombreux paramètres qui influencent les résultats d'un essai cellulaire. Nous allons aborder différents sujets qui seront de simples rappels pour certains, mais qui peuvent également constituer de vrais points d'évolution pour d'autres. Quels sont les types de détection possibles, leurs caractéristiques, avantages et inconvénients? Quels sont les instruments qui peuvent être utilisés pour cela? Quels sont les types de plaques multipuits que l'on doit choisir pour chaque circonstance? Et quel schéma de plaques doit-on effectuer pour démarrer un premier test? Comment préparer les cellules pour ce type de test? Et quels sont les facteurs extérieurs à prendre en compte? Quelle est bien sûr l'influence de la chimie utilisée? Et quel est le bon moment pour effectuer la mesure en fonction du biomarqueur choisi? Enfin, qu'est-ce que pourrait nous apporter le multiplex, c'est-à-dire l'utilisation combinée de plusieurs essais dans la même plaque, ou tout du moins à partir du même échantillon de cellules? Donc commençons par les différents types de détection. Dans un essai en absorbance, il est nécessaire d'utiliser une source de lumière extérieure, car le principe même consiste à mesurer la capacité de notre échantillon à l'absorber. Ce type d'essai est connu pour être peu sensible et pour avoir une gamme dynamique plutôt faible. Nous avons ici un faible ratio signal sur bruit et aucun multiplex n'est généralement possible. Dans un essai en fluorescence, il y a également une source de lumière extérieure qui est à l'origine d'un signal appelé excitation. Si le fluorophore ciblé est présent dans l'échantillon, il va à son tour émettre un signal à une certaine longueur d'onde appelée émission. La sensibilité est bien meilleure qu'en absorbance, mais reste toutefois inférieure à la bioluminescence. Alors pourquoi? Parce que dans un essai en bioluminescence, le signal est généré par une réaction enzymatique. Aucune source de lumière extérieure n'est donc nécessaire, autrement dit, le signal mesuré est directement lié à notre échantillon et non pas à une source de lumière extérieure qui, comme vous l'avez compris, va générer un bruit de fond continu, et c'est pourquoi le ratio signal sur bruit est beaucoup plus important en luminescence qu'en fluorescence. Alors ici, une autre vision qui nous permet de mieux comprendre cette différence. Nous avons ici un schéma dans lequel, pour la fluorescence, nous allons devoir exciter avec ici un pic d'excitation en vert pour recevoir un signal d'émission, le pic d'émission étant ici en rouge. Nous voyons qu'à la base de ces deux pics, il y a un chevauchement et ce chevauchement va directement être lié à notre bruit de fond. Pour la bioluminescence, l'excitation est générée par un signal qui provient d'une enzyme. Il n'y a donc pas de pic vert qui viendrait chevaucher le pic d'émission. Donc cela explique pourquoi nous n'avons pas de bruit de fond comme en fluorescence. Je finirai par dire que la fluorescence peut être également affectée par des phénomènes d'autofluorescence qui peuvent impacter les processus biologiques, et cela n'est pas le cas avec la bioluminescence. Nous avons également avec la bioluminescence une meilleure sensibilité, mais aussi une meilleure gamme dynamique. Nous arrivons avec certains luminomètres à avoir jusqu'à 9 log, donc ce qui nous permet de détecter tout type d'échantillon sans avoir à passer par des étapes de dilution fastidieuses. Nous reviendrons sur la notion de multiplex un petit peu plus tard, mais gardez à l'esprit qu'il est possible de multiplexer des échantillons, que ce soit en bioluminescence ou en fluorescence.
Pour détecter ces différents types de signaux, nous utilisons la plupart du temps soit des lecteurs de microplaques simples, soit des instruments multimodes qui vont proposer à la fois un détecteur de luminescence, de fluorescence et pourquoi pas d'absorbance. Généralement, les appareils possèdent un détecteur par type de signal et les conceptions varient d'un modèle à un autre et bien sûr d'une marque à une autre. Donc il faut faire attention si l'on compare des valeurs brutes entre différents appareils. L'objectif ici est de schématiser simplement quelques-unes des possibilités existantes afin d'apprécier les conceptions. Nous pouvons en particulier noter que les trajets optiques ici pour la bioluminescence sont beaucoup moins complexes que ceux utilisés notamment en fluorescence où nous allons faire appel à des miroirs, un miroir sur des conceptions assez basiques avec des systèmes de filtres, voire plusieurs miroirs dans le cadre d'appareils avec un monochromateur. Et donc ici, nous allons avoir un trajet optique beaucoup plus long, ce qui au final va avoir une influence sur l'intensité du signal transmis. Et donc cela va se répercuter directement dans les données. Donc l'intensité du signal de fluorescence mesuré sera un petit peu plus faible qu'avec la luminescence par exemple, où là nous avons un trajet optique qui est beaucoup plus direct, car nous avons un détecteur qui est situé juste au-dessus du puits à mesurer. Pour être complet sur la sensibilité, il faut le savoir que les algorithmes qui transforment les signaux en valeurs, et donc les réglages disponibles, sont également nombreux et différents d'un instrument et d'une marque à une autre. Promega a opté pour faciliter l'utilisation et automatiser les réglages tels que le gain. Alors la plupart des lecteurs de plaques requièrent un ajustement du gain. C'est un ajustement qui permet de contrôler le voltage du détecteur, le rendant plus ou moins sensible en fonction du signal provenant du puits. Régler le gain s'avère souvent délicat et vous pouvez régler le gain soit au milieu pour capturer la plupart des signaux provenant de l'échantillon, mais dans ce cas-là, vous allez sacrifier les résultats pour les échantillons aux deux extrêmes. Vous pouvez autrement régler le gain pour les échantillons les plus faibles, mais dans ce cas-là, vous acceptez que certains des échantillons les plus intenses saturent le détecteur et donc ne donnent pas une mesure précise, ou encore, vous pouvez régler le gain pour capturer les signaux les plus intenses, et donc là, vous manquerez les variations les plus faibles. Toutes ces manipulations vont ajouter une certaine incertitude à chaque fois que vous avez effectué une expérience, et donc c'est la raison pour laquelle notre gamme de lecteurs Glomax est dotée de ce qu'on appelle un autogain, qui permet d'ajuster de manière optimale le gain pour chacun des échantillons, qu'ils soient faibles ou intenses, et ceci au sein de la même plaque. L'ajustement du gain est donc automatiquement réalisé en temps réel, et ce pour chaque échantillon mesuré, sans aucune intervention manuelle, et vous êtes assuré d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos appareils, je vous invite à nous recontacter, soit directement au travers du chat, soit via votre représentant commercial. Passons maintenant aux plaques multipuits. La plupart des plaques multipuits sont disponibles en noir, en blanc ou en plastique transparent. Choisir la bonne plaque est crucial et certains modèles ont subi des traitements spéciaux pour la culture cellulaire par exemple. Certaines plaques sont stériles, certaines plaques ont en option des couvercles, ce qui peut être tout à fait intéressant si l'on souhaite réaliser des incubations longues par exemple. Pour l'absorbance, nous recommandons des plaques transparentes. Alors, elles sont à proscrire en particulier pour la luminescence, car le signal est tellement puissant qu'il diffuserait à travers toute la plaque, et dans ce cas-là, le résultat serait complètement inexploitable. La diffusion du signal entre les puits adjacents est au phénomène bien connu, le crosstalk, et la présence de parois opaques, noires ou blanches, va limiter cela. La principale différence entre une plaque noire et une plaque blanche est sa propriété réfléchissante. Une plaque noire absorbera beaucoup plus qu'une plaque blanche, donc le même essai luminescent donnera un signal plus faible en plaque noire qu'en plaque blanche. En règle générale, les plaques noires sont utilisées pour les essais en fluorescence et les plaques blanches sont utilisées pour la bioluminescence. A noter que le fond de ces plaques noires ou blanches peut être opaque ou bien transparent. Les plaques à fond transparent sont pratiques pour visualiser les cellules au microscope. Cependant, le fond laisse passer le signal et donc le crosstalk sera sans doute plus important. Les plaques à fond opaque n'auront pas ce problème et reflèteront davantage les signaux vers le haut du puits, l'intensité du signal mesuré et donc la sensibilité n'en seront que bien meilleures. La qualité des microplaques est également très importante. Il faut savoir que toutes les plaques blanches ne se valent pas, loin de là. La qualité du plastique varie entre les modèles et même au sein d'un même fournisseur.
Pour le démontrer, je vous propose ici une expérience réalisée par un de mes collègues allemands, Eric Banquet, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir partagé ces données, ainsi que d'autres de cette présentation. La même expérience est réalisée dans deux plaques différentes, plaque A et plaque B. Seule la première colonne émet un signal de luminescence. C'est un signal de luminescence qui provient d'une enzyme luciférase. Nous avons simplement dilué la quantité d'enzyme dans chacun des puits. Le reste de la plaque est rempli de tampons PBS, comme indiqué ici. Il ne doit donc pas y avoir de luminescence à partir de la colonne 2, et ce n'est pas du tout le cas dans cette plaque, la plaque A, où le signal traverse plus de la moitié de la microplaque 96 puits. La plaque B limite clairement ce phénomène de manière spectaculaire. Si l'on se penche sur les valeurs absolues de luminescence, les signaux sont beaucoup plus forts dans la plaque B, qui a sans doute des propriétés réfléchissantes plus importantes que la plaque A. Au final, la plaque B réunit toutes les caractéristiques que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire un signal intense et peu de crosstalk. Si vous observez cela sur des plaques à fond opaque, je vous conseille vivement de changer de fournisseur de plaques. Côté instrument, certains appareils dédiés uniquement à la luminescence intègrent des systèmes de double masque optique, ce qui permet de réduire le crosstalk comme schématisé en haut à droite. Nous voyons ici, au centre de la plaque, que le puits qui émet un signal va diffuser sur les puits adjacents, alors qu'ici, nous allons avoir un double masque optique qui va isoler la lumière et empêcher sa diffusion dans les puits adjacents. Si vous souhaitez en savoir plus et également connaître les références de plaques que nos équipes de recherche et développement utilisent, n'hésitez pas à nous contacter. Un des facteurs clés pour réussir son test cellulaire, c'est bien le schéma de plaque. Nous allons prendre comme exemple un schéma de plaque qui pourrait être utilisé pour la mise en place de l'essai bioluminescent Cell Titer Glow, qui est un test de viabilité cellulaire très connu et très facile à utiliser. Le test Cell Titer Glow est basé sur l'ATP, qui est la molécule énergétique de la cellule. L'ATP est présent dans toutes les cellules vivantes. Toutes les cellules qui ont un métabolisme actif génèrent de l'ATP, et plus le nombre de cellules vivantes est important, plus il y a d'ATP. Notre essai Cell Titer Glow va donc apporter différents éléments, tels que l'ultraglow luciférase, qui est l'enzyme qui va permettre, en présence de substrat, la luciférine, la génération d'un signal de luminescence. Il y a également un tampon de travail qui va réunir les bonnes conditions chimiques du test, à savoir l'apport de différents cofacteurs, la maîtrise du pH, l'apport des bons sels et également l'apport d'une solution de lyse qui va nous permettre de récupérer l'ATP des cellules. Il y a également une solution qui va neutraliser les ATPases afin de pouvoir tirer profit de l'ATP cellulaire et de ne pas avoir une réaction biaisée. Le produit de la réaction luciférine-luciférase sera donc un signal de luminescence qui va dépendre directement de la quantité d'ATP présent dans notre échantillon. Voici le schéma de plaque que nous pouvons proposer ici pour évaluer dans un premier test le test Cell Titer Glow. Nous conseillons vivement d'effectuer une gamme de dilution de cellules afin d'effectuer une bonne corrélation entre le signal mesuré et la quantité de cellules que nous avons dans nos puits. Nous pouvons également effectuer une gamme de dilution d'ATP, ce qui nous permettra de s'affranchir de tout paramètre biologique. Nous allons effectuer une gamme d'ATP de la même manière en diluant une concentration d'ATP et en effectuant l'ajout du réactif comme si nous traitions des cellules. Cela aura pour intérêt de valider le setup expérimental, de vérifier que le protocole est correctement exécuté et d'apprécier la bonne sensibilité et la bonne gamme dynamique à la fois de notre test et également de l'appareil qui sera utilisé. Voilà le type de courbe que nous pouvons obtenir avec la gamme de dilution de cellules où nous avons effectivement une bonne cohérence, une bonne linéarité entre la quantité de signal mesuré en relative light unit par rapport à la quantité de cellules déposées dans chacun des puits. La courbe standard d'ATP aura le même profil que la gamme de cellules,
Donc ici, nous avons utilisé de l'ATP pur dilué dans le même milieu de culture que nos cellules, afin d'avoir une gamme de concentration d'ATP qui est notre marqueur cellulaire de viabilité. Cette gamme d'ATP nous donnera une relation linéaire en fonction du signal mesuré, tout comme la gamme de cellules, mais à l'avantage, comme dit, de ne pas être dépendant des conditions de culture cellulaire. Passons maintenant aux différents contrôles que nous pouvons observer sur ce schéma de plaque. Ils sont positionnés dans la zone de la plaque qui va nous offrir le signal le plus faible, car nous avons à la fois de faibles quantités d'ATP et de faibles quantités de cellules. Alors nous avons un premier contrôle, celui du milieu de culture seul sans les cellules. Cette valeur sera considérée comme le background, le bruit de fond, et devra être retirée des mesures de signaux. Un contrôle composé avec le milieu de culture, le composé à tester et de l'ATP pour que la réaction fonctionne correctement. L'intérêt de ce contrôle est de nous dire s'il existe une éventuelle interaction entre le composé testé et la chimie de l'essai Saltator-Glow, car cela est possible et nous le verrons par la suite. Un dernier contrôle, chimie, donc ici Saltator-Glow. L'intérêt ici est de s'assurer que notre réactif est toujours bien conforme, c'est-à-dire non contaminé par des cellules ou par de l'ATP directement, et les sources de contamination sont nombreuses. Comme je vous l'ai dit, c'est un test très sensible, donc la moindre contamination sera visible. Alors bien évidemment, les schémas de plaques et les contrôles nécessaires doivent être spécifiques à l'essai réalisé et devront être adaptés en fonction des différents cas de figure. Avec ce schéma de plaque, plusieurs analyses seront possibles. L'écart type, car nous allons à la fois avoir des mesures en duplicat et en triplicat. Nous pourrons effectuer des ratios de signal sur bruit de fond. Nous pouvons vérifier la non-contamination du milieu de culture par des cellules ou par de l'ATP directement. Nous pouvons également vérifier la non-interaction de notre composé avec la chimie. Donc c'est vraiment un schéma de plaque que nous pouvons que recommander pour un premier test en Saltator Glue. Un des facteurs clés pour réussir son test cellulaire, ce sont finalement les cellules elles-mêmes. Il est nécessaire de mettre en culture des cellules pour pouvoir réaliser un test in vitro, et nous allons voir ici que les conditions de culture vont avoir une influence non négligeable sur les résultats observés. Alors pour cela, nous avons préparé trois populations de cellules de la manière suivante. Une première culture a été réalisée à 100 000 cellules par ml, une seconde culture a été ajustée à 500 000 cellules par ml et une dernière à 1 million de cellules par ml. Ces trois populations de cellules ont été cultivées pendant 4 jours et ont servi à la préparation d'essais cellulaires en plaques 96 puits, dans lesquels nous avons disposé 25 000 cellules par puits de chacune des densités cultivées. Nous avons ensuite ajouté le traitement à différentes concentrations et incubé 4 heures. Et ensuite, nous avons pu mesurer d'une part la viabilité à l'aide de tests Saltator Glow pour l'ATP-métrie, et nous avons également mesuré l'apoptose en utilisant le kit Caspase Glow 3 et 7 qui mesure l'activation des facteurs Caspase 3 et Caspase 7. Observons maintenant les résultats. Nous avons deux graphiques, un pour le Saltator Glow ici. Nous observons qu'en fonction de la dose croissante en toxine, nous avons une diminution de l'ATP mesurée. Et le graphique du bas est relié au Caspase Glow 3 et 7. Donc plus la dose en vinblastine augmente et plus l'activité des Caspase 3 et 7 augmente également. Alors nous pouvons noter que les tendances sont globalement similaires, mais qu'il y a clairement des résultats pour la courbe bleue qui sont en décalage par rapport à la courbe orange et à la courbe verte. Alors ceci s'explique parce que la courbe bleue utilise des cellules qui sont dans un stade de développement différent des cellules avec des densités moyennes ou fortes. Alors bien que les tendances soient similaires, nous n'avons pas un résultat qui est directement et uniquement lié à la concentration de composés. Nous constatons que la densité des cultures cellulaires utilisées comme source de cellules pour préparer les plaques se sont révélées être un facteur pouvant influencer les résultats. Donc, établir des procédures standards pour faire pousser les cellules et pour préparer les plaques de test permettra de réduire ces variations dans les résultats entre les essais, et les procédures standardisées seront sans doute essentielles si nous arriverons dans un environnement de haut débit où plusieurs essais sont préparés à différents temps et où il y a une forte demande pour avoir des résultats robustes sur la globalité d'un screen. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette expérience, je vous invite à consulter le papier suivant ici, indiqué en bas, où vous aurez les différents détails de l'expérience réalisée. Passons maintenant à certains facteurs extérieurs connus pour influencer les essais cellulaires.
Le premier concerne le positionnement de l'échantillon dans la plaque. Il existe un effet de bord, edge effect, facilement observable dans les cribles à haut débit et il est conseillé de les évaluer au début du développement du test. Ces résultats présentés ici sont en pourcentage, c'est-à-dire que nous avons au centre de la plaque 100% du signal et sur les bords à peu près 30% du signal en moins. Je précise que tous les puits sont identiques, c'est-à-dire que nous avons déposé le même échantillon dans toute la plaque. Donc nous pouvons constater que dans les coins et sur les bords, nous avons beaucoup moins de signal qu'au centre. Comment l'expliquer? Une des raisons possibles est liée à l'évaporation qui va concentrer notre échantillon en différents analytes, différents sels, en facteurs de croissance, et donc cela va participer à l'augmentation de la variabilité, et donc nous avons ici beaucoup plus de matériel finalement dans notre puits, puisqu'il est concentré. Ici, nous avons des puits qui sont vers le bord de la plaque, qui sont sans doute un peu plus froids, et donc c'est pour cela que nous observons une sorte de gradient finalement de température qui est relié ici à l'effet de bord. Il existe plusieurs stratégies pour faire face aux effets de bord, la plus courante étant de remplir les puits situés au bord de la plaque avec du milieu de culture, ou d'utiliser des plaques particulières dans lesquelles il est possible d'isoler les 96 pluies avec du milieu. Certains fournisseurs en proposent. La température va également être intimement liée à ce phénomène et va influencer les résultats, surtout lorsque l'on effectue des allers et retours entre un incubateur à 37 degrés par exemple et un lecteur de plaques situé dans une pièce climatisée avec une température contrôlée à 19, 20 ou 22 degrés. La luciférase est également dépendante de la température et travaillera différemment à 37 degrés qu'à 22 degrés. Donc le temps finalement qui sera pris pour réaliser ces différents allers-retours sera directement une source qui pourra affecter les résultats. La chimie du kit va également avoir son importance pour votre essai cellulaire. Et pour cela, j'ai 3 exemples à vous démontrer. Le premier concerne la capacité de lyse. Nous avons vu que les tests de viabilité cellulaire basés sur l'ATP des cellules requièrent une étape de lyse car il faut récupérer l'ATP des cellules pour la réaction de bioluminescence. Pour évaluer la capacité de lyse de 2 réactifs d'ATP-métrie, réactif 1 et réactif 2, nous avons utilisé une culture 3D de type sphéroïde, c'est-à-dire un microtissu de 350 microns. Nous avons ensuite ajouté un colorant vert au réactif de détection de l'ATP, ce qui permet de marquer uniquement les cellules mortes et les photographies ont été réalisées à l'aide d'un microscope confocal. Il est clair que le réactif 1 a une capacité de lyse bien supérieure au réactif 2 et donc le réactif 1 est vraiment adapté pour la culture de type 3D par rapport au réactif 2. Nous pouvons également noter que le centre du sphéroïde demeure noir, alors cela prouve que la limite de diffusion du réactif de lyse est atteinte, donc il faudra veiller à utiliser des sphéroïdes avec une certaine taille. Continuons avec un second exemple. Une autre différence que l'on peut retrouver concerne la réactivité des signaux. Alors dans le graphique ici, les cellules ont été exposées à 2 réactifs de viabilité cellulaire basés sur le potentiel réducteur, le Real-Time Glow et le MTT. Les cellules ont ensuite été lysées avec l'usage d'1% triton, donc c'est la fenêtre ici en bleu dans le graphique. Le signal de luminescence du Real-Time Glow va complètement chuter dans les 2 minutes suivant la lyse, tandis que le signal du MTT en absorbance va rester pratiquement inchangé pendant les 60 minutes après la lyse des cellules. D'un côté, un réactif qui réagit rapidement aux conditions, et de l'autre, un réactif qui présente une certaine inertie, car basé notamment sur un principe d'accumulation dans la cellule. Il faudra par conséquent revoir le protocole ou alors utiliser un réactif beaucoup plus adapté comme le Real-Time Glow. Le dernier exemple ici présente la capacité de la chimie à résister aux inhibiteurs. Alors nous avons pour cela utilisé 2 réactifs basés sur l'ATP. Ici l'intérêt est de ne pas avoir un réactif
qui interfèrent avec le composé à tester et inversement. Nous avons utilisé 20 000 cellules par puits et nous avons utilisé 7 composés différents. Et donc, à l'issue de ce traitement, nous avons mesuré la viabilité cellulaire avec les réactifs 1 et 2 qui mesurent tous deux l'ATP. D'une manière générale, on constate qu'il est possible que certains composés altèrent les performances des réactifs utilisés. Dans le détail, le réactif 1, en rouge, a une activité supérieure à 80% des 5 composés testés sur les 7, alors que le réactif 2, en bleu, qui est un test ressemblant mais provenant d'un autre fournisseur, a une activité supérieure à 80% uniquement pour un seul des 7 composés testés. Le réactif 1 est donc bien plus résistant aux inhibiteurs que le réactif 2. Voici maintenant un tableau récapitulatif des différents marqueurs que nous utilisons pour détecter la viabilité cellulaire. Les marqueurs de viabilité mesurent un événement biochimique qui est souvent lié au métabolisme et donc il faudra utiliser le bon biomarqueur en fonction du test à réaliser. Par exemple, l'ATP est un biomarqueur d'intérêt car c'est la molécule énergétique de la cellule, mais elle peut être influencée par des effets cytostatiques par exemple. Le potentiel redox des cellules peut être également un marqueur utilisé pour détecter la viabilité cellulaire, tout comme des live cell protéases, qui est une enzyme présente uniquement lorsque la cellule est vivante. Alors comment choisir le marqueur le plus approprié pour un projet donné? Il faudra bien sûr connaître le contexte et puis reprendre les différents temps ici d'incubation qui seront nécessaires pour observer un effet sur la viabilité cellulaire. Alors nous allons avoir aussi un paramètre de sensibilité qui va rentrer en ligne de compte, puisque comme nous l'avons vu, le mode de détection va avoir une influence sur ce paramètre, la sensibilité. Et puis pour finir, nous verrons que certains essais pourront être multiplexés alors que d'autres non. Les tests les plus sensibles sont les tests de luminescence, comme le Saltator Glow, qui est donc basé sur l'ATP. Il nous permet de détecter des variations de viabilité cellulaire très fines, de l'ordre de 50 cellules pour un format de plaque 96 puits. Par contre, l'ATP requiert la lise de l'échantillon pour pouvoir l'extraire, donc il s'agit ici d'essais en point final. Si l'on souhaite effectuer une analyse dans le temps, une cinétique, nous devrons préparer une plaque pour chaque temps de lecture souhaité. Il existe par ailleurs des tests non lithiques comme le Real-Time Glow qui est basé sur le potentiel réducteur et qui n'est pas lithique et aussi sensible. Alors nous avons ici un test qui permettra de réaliser des cinétiques de 48 voire 72 heures et les cellules pourront être utilisées par la suite pour une seconde analyse puisqu'il ne s'agit pas d'un test lithique, c'est-à-dire que nous pourrions par exemple effectuer une extraction d'ARN ou détecter un deuxième marqueur d'intérêt comme un marqueur de cytotoxicité. Nous avons donc une transition toute trouvée vers les marqueurs de cytotoxicité. La cytotoxicité est classiquement évaluée par la mesure de l'intégrité des membranes cellulaires, ceci à l'aide de plusieurs marqueurs comme le relargage de la LDH ou le relargage de l'ADN. La LDH est une enzyme cytoplasmique stable qui est présente dans toutes les cellules et qui est relarguée dans le surnageant par les cellules endommagées, tout comme l'ADN d'ailleurs localisé dans le noyau des cellules. Il existe également un troisième marqueur, une protéase, qui est présente uniquement dans les cellules qui sont en nécrose. C'est pour cela que nous l'appelons la dead cell protéase. Promega propose différents tests, luminescents, fluorescents ou bien colorimétriques, c'est-à-dire en absorbance. Ils constituent de très bonnes alternatives aux tests de radioactivité basés sur le Chrome 51 par exemple, et ils sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre et il n'y a bien sûr aucun problème lié au retraitement des déchets. Les tests les plus sensibles sont sans surprise les tests luminescents, comme le LDH Glow, qui aura l'avantage de fonctionner à partir de simples alicots du surnageant de culture, et donc nous pouvons venir comme cela prélever au cours du temps différents alicots, et donc les cellules pourront également être utilisées par la suite pour une extraction d'ARN par exemple, ou pour un second test cellulaire, un test de viabilité. Concernant le relargage
de l'ADN avec le Celtos Green. Alors c'est un test en fluorescence. Nous disposons d'un test en fluorescence puisqu'il pourra être mesuré en combinaison avec des tests en luminescence, et donc c'est celui que nous avons utilisé pour marquer les cellules mortes et pour apprécier la capacité de lise de nos réactifs d'AT-prémétrie. Alors ici, nous avons également la possibilité de réaliser des cinétiques en continu jusqu'à 72 heures, ce qui n'est pas possible avec les autres tests, notamment la LDH, car il y a quand même une demi-vie enzymatique à prendre en compte. Nous avons maintenant un graphique qui expose l'activité enzymatique en fonction du temps. Nous constatons que les activités enzymatiques des enzymes utilisées comme marqueurs de mort cellulaire n'ont pas les mêmes demi-vies, et on se rend bien compte qu'il est difficile de les utiliser pour des analyses de type cinétique à long terme, c'est-à-dire sur des temps de 48 à 72 heures. À partir de 8 heures, nous perdons environ 50% de l'activité de l'enzyme dead cell protéase et quasiment 30% de l'activité de la LDH. D'où l'intérêt d'avoir des marqueurs non enzymatiques comme l'ADN et les tests comme le Celtos Green. Si je dois apprécier l'effet de mon traitement sur une période de temps relativement longue, il sera intéressant d'utiliser cet essai qui va venir marquer l'ADN relargué par les cellules mortes avec un fluorophore qui pourra être excité, et l'accumulation de fluorescence sera mesurée à l'aide d'un lecteur de plaques ou d'un microscope, ce qui nous permettra d'apprécier l'effet du traitement dans le temps. C'est exactement ce qui a été fait sur ce graphique de droite. Nous avons traité avec différentes concentrations de terphénadine des cellules FG2, et donc le réactif Celtos Green a été déposé à T0 et la fluorescence mesurée toutes les heures dans le même puits pendant 3 jours. L'accumulation de la fluorescence indique l'augmentation du nombre de cellules mortes, et il est intéressant de noter que pour une concentration de 10 micromolaires de cette drogue, nous n'allons pas observer de mort cellulaire tout de suite, mais cela va se passer après plus de 10 heures d'incubation. Alors le marquage de l'ADN peut être une stratégie intéressante si l'on souhaite pallier à cette limitation liée aux demi-vies des enzymes relativement courtes, mais il faut savoir que nous sommes sur une lecture en fluorescence qui sera donc de toute évidence moins sensible qu'avec un kit en luminescence comme le LDH Glow. Pour finir, nous proposons également des marqueurs de l'apoptose basés sur les enzymes caspases qui constituent des effecteurs plutôt précoces de ce type d'événement, et nous avons également un test qui utilise l'annexine 5 qui est un marqueur plutôt tardif de l'apoptose. L'annexine 5 parlera sans doute aux utilisateurs de cytométrie de flux car c'est un marqueur très utilisé avec cette approche-là. Un dernier facteur clé pour réussir son test in vitro, c'est le temps de lecture. Alors comme nous venons de le voir, les mécanismes de mort cellulaire peuvent être déterminés à l'aide de différents marqueurs qui n'ont pas tous la même activité en fonction du temps. Et ici, nous avons un résumé de la présence de ces marqueurs en fonction de l'état de la cellule, en fonction des voies de signalisation utilisées. Une cellule ne va pas passer d'une cellule vivante à une cellule morte instantanément. Et on peut noter par exemple que lorsque la cellule meurt par apoptose, le relargage de la LDH va être plus tardif, 24 heures, que si la cellule meurt par une simple nécrose. Alors cela s'explique car en phénomène apoptose, il y a des voies de signalisation spécifiques à cet événement qui vont être utilisées avec notamment l'activité de certaines enzymes précurseurs comme les caspases qui sont des effecteurs de la mort cellulaire programmée, et donc cela va induire une nécrose dite secondaire, et donc le pic de LDH aura lieu à 24 heures. Il faut donc prendre en compte ces fenêtres de temps en fonction des molécules et des mécanismes d'action utilisés, car si la mesure est effectuée trop tôt ou bien trop tard après l'ajout du composé à tester, il ne sera pas possible de détecter avec précision le marqueur et donc l'événement recherché. Passons maintenant à la notion de multiplex qui est une possibilité intéressante pour mieux comprendre les mécanismes d'action en augmentant le nombre de paramètres mesurés. Cela permet également de réduire les fausses interprétations et les ambiguïtés, bien sûr, de normaliser les résultats ou encore d'économiser des cellules et du temps. Donc la plupart de nos essais sont dits homogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-traitement des échantillons ou bien d'étapes intermédiaires dans lesquelles nous allons retirer du surnageant, laver ou transférer les cellules. Donc nous avons un design d'essai AdMixRead qui va nous permettre de simplifier grandement le protocole car cela réduit
le nombre d'étapes et par conséquent limite les sources d'erreurs potentielles. Nous allons dans notre plaque de cellules déposer une première chimie, incuber et révéler le signal, alors soit de fluorescence, soit de luminescence, puis utiliser une deuxième chimie compatible avec la première dans les mêmes cellules et incuber et révéler un signal qui sera bien sûr différent du premier de manière à pouvoir discriminer les paramètres détectés. Donc de cette manière-là, nous arrivons à obtenir des essais fiables, robustes, avec une très faible variabilité et automatisables sur plateforme robotique. Je vais maintenant vous présenter un essai en multiplex. Alors la première question que l'on peut se poser, dois-je utiliser des plaques blanches ou des plaques noires? Sachant qu'ici, nous allons avoir une combinaison d'essais à la fois en fluorescence et en luminescence. Donc pour la luminescence, nous aurions utilisé des plaques blanches, pour la fluorescence des plaques noires. Dans le cas d'un multiplex, nous allons favoriser le signal le plus faible, c'est-à-dire la fluorescence, et donc utiliser des plaques noires. Cependant, il peut être intéressant de tester également des plaques blanches pour s'assurer que la différence est quand même significative et que l'utilisation de plaques noires est justifiée. Alors, pour effectuer un multiplex, nous allons devoir choisir des réactifs en fluorescence qui vont émettre sur deux types de spectres différents de manière à bien discriminer les signaux et un seul kit en luminescence. Donc ici nous allons prendre l'exemple de l'Apotox qui est un triplex. Donc nous allons utiliser trois paramètres. Nous avons pour cette expérience utilisé un composé, la camptothecine, sur des cellules JURCAT et puis après 48 heures d'incubation, nous avons mesuré la viabilité à différentes concentrations de composés de manière à avoir ce type de graphique. Donc nous voyons qu'en fonction de la dose qui est croissante, nous avons une diminution ici de la viabilité qui est mesurée avec un essai de fluorescence. À partir de ce moment-là, on peut à ce stade déduire que la camptothecine est toxique pour les cellules. Si ensuite on multiplexe avec un deuxième paramètre, un paramètre de mort cellulaire, qui va émettre également un signal de fluorescence, mais sur une autre longueur d'onde, nous pouvons constater que le signal est stable, malgré l'augmentation de la dose croissante en toxine. Donc cela devient un petit peu gênant, car notre hypothèse de départ ne tient plus. Alors ici, on peut penser déjà à un effet cytostatique, c'est-à-dire que nous commençons à avoir une baisse du marqueur utilisé pour la viabilité, mais nous n'avons pas encore, sur le temps choisi, une augmentation du marqueur relatif à la mort cellulaire. En utilisant l'Apotox triplex, nous avons également l'utilisation des caspases, donc avec un kit cette fois-ci en luminescence qui va être relatif à l'induction des caspases 3 et 7. Donc ces enzymes sont impliquées dans le phénomène de l'apoptose. Et donc là, on peut constater qu'en fonction de la dose croissante, nous allons avoir une augmentation plutôt nette de l'activité des caspases. Donc cela nous donne l'explication. Nous avons finalement un traitement qui a un effet cytostatique à 48 heures, qui est le temps choisi pour effectuer l'expérience. Et ces doses, pour l'instant, montrent simplement une diminution de la viabilité avec une activation des caspases, mais sans augmentation de la cytotoxicité. Alors si on avait effectué cette même expérience sur un temps un petit peu plus long, 72 heures, il est très probable que le graphique soit différent, avec notamment une courbe de cytotoxicité croissante et le pic des caspases beaucoup plus important sur les faibles concentrations en toxines utilisées. Voici maintenant un deuxième exemple de multiplex et en temps réel. Alors le fait de travailler en temps réel nous permet de mieux calibrer la fenêtre à laquelle nous devons effectuer notre test en point final par exemple. Ici nous avons un exemple de multiplex où nous allons détecter en bleu un signal de luminescence relatif à la mesure de liaison de l'annexine 5 et en vert un signal de fluorescence relatif à la perte d'intégrité de la membrane à l'aide du relargage de l'ADN, c'est le Celtos Green. Alors la mesure s'effectue de manière répétée pendant 20 heures et à partir du même échantillon, ce qui permet de déterminer simplement le mécanisme d'action de la drogue en question et de l'observer dans le temps. Ici, nous avons utilisé un inducteur de l'apoptose Trail et nous pouvons facilement distinguer le délai entre l'apparition de l'apoptose qui se fait rapidement après simplement 1h30 et la perte d'intégrité membranaire qui va débuter seulement après 10 heures d'incubation
donc de trail sur les cellules. Donc cela nous indique le phénotype apoptotique qui conduit à la nécrose secondaire. Et si vous êtes intéressé par les possibilités de multiplex, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Nous arrivons à la fin de ce séminaire. Vous pouvez nous contacter au numéro vert qui est indiqué ou bien par email. L'équipe du support technique et applicatif de chez Promega France vous remercie pour votre participation.